Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Je vais laisser un peu les gens arriver au fur et à mesure. Ma collègue Sarah va arriver dans quelques minutes. J'étais en réunion avec elle juste avant. Euh, je vais en profiter pour ouvrir le chat parce que je crois que vous pouvez pas parler dans le chat. Ah si, vous pouvez le faire. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien au niveau de la caméra? Je vais partager mon écran. Vous pouvez me dire si vous voyez ou pas. On va faire un petit point technique en attendant. Share, screen 2. Normalement, vous voyez bien. Très bien. Super. Tout est OK. Ah, bonjour Farid. Euh, OK, bah, je vais commencer tranquillement. Déjà, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Joanne Sapin, donc Customer Success Manager chez Elsevier. Ce qui veut dire en français que je m'occupe des formations. Je suis pas forcément commercial, donc j'ai pas vocation à vous parler de prix, à vous parler de contrats ou autre. Mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que vous utilisiez les outils d'une manière correcte, optimisée, et aussi pouvoir vous aider sur n'importe quel aspect technique. Donc aujourd'hui, je vais parler de Saival. Donc, parce que quand on parle de bibliométrie chez Elsevier, ça va se centrer sur Saival, bien évidemment, même si on a d'autres outils, on peut faire d'autres choses. Mais voilà, on va prendre l'outil de bibliométrique de, d'Elsevier aujourd'hui et on va le décliner, on va l'aborder sous un angle plus chercheur. Parce que on a commencé cette série de webinaires depuis combien de temps? Depuis 2 ans. On fait plein de webinaires sur Saival, des introductions, les collaborations, etc. Mais à chaque fois, on le traite sous l'angle plus staff administratif. Donc, je pense à la direction de la recherche, aux équipes de relations internationales, aux équipes tech transfert. Toutes ces personnes-là se retrouvent bien dans nos webinaires, mais on n'avait jamais vraiment fait aborder Saival, les analyses Saival, sous l'angle des chercheurs. Donc, on a pensé que ça pouvait être intéressant parce que la bibliométrie, c'est pas fait que pour ce département-là. Ça peut être aussi utile pour les chercheurs, pour plein de manières. Et voilà, je voulais vous montrer quelques exemples aujourd'hui. On n'a qu'une heure, hein. Moi, quand je parle de Saival, je peux en parler des heures et à chaque fois, je cours pour finir à temps. Mais, euh, mais je voulais vous montrer, alors, c'est une manière d'aborder Saival. Je voulais vous montrer trois grands points. Donc, partir un peu sous forme d'entonnoir. Donc, déjà, je vais vous expliquer ce qu'est Saival, comme ça, au moins, vous comprenez sur quoi vous êtes. Ensuite, on va explorer la base de recherche de vos universités. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat le nom de votre université. Mettez pas un laboratoire ou autre. Mettez vraiment une université. Comme ça, on a plus de granularité qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir analyser. Donc, ça peut être une bonne idée. Donc, on va partir de l'université. Ensuite, on va filtrer par rapport à votre discipline dans votre université. On va en découler sur les topics. Donc, c'est une manière encore plus granulaire de s'approcher un peu des disciplines et, euh, et d'explorer une thématique de recherche. Et ensuite, en dernier, donc ça va être plus avancé, je vais vous montrer comment définir votre propre aire de recherche pour ensuite trouver des collaborateurs et avoir énormément de données. Enfin, je dis trouver des collaborateurs, mais il y aura plein d'autres choses. Des institutions qui travaillent sur ce sujet et plein d'informations autour de ce sujet euh, que vous aurez vous-même défini. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir, ça peut être un peu redondant de certaines manières parce qu'il y a certains onglets qui vont être très importants pour vous par rapport à Saival. Et je vais faire exprès de le répéter plusieurs fois. Ça va vous permettre, sur cette première introduction, d'aborder Saival d'une manière très débutant. Et le but, c'est pas d'arriver en 1 heure et de vous bourrer le crâne avec plein d'informations. Donc nous, là, je vois que Sarah est arrivée. Salut Sarah. Euh, Nous, on est vraiment là pour vous accompagner, comme je l'ai dit. Donc, si vous avez une souscription à Saival par la suite, on pourra toujours organiser quelque chose
pour votre université, sur des choses plus précises, par exemple, je pense, si vous voulez préparer les PEPR ou autres, des accréditations, vous pouvez toujours venir nous voir et on pourra faire quelque chose de plus adapté à ce thème-là. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment aborder Cyval comme un outil d'analyse, euh, de tendance, d'analyse de discipline et d'analyse de votre sujet, de votre sujet de thématique de recherche. Donc déjà, pourquoi une cartographie du paysage de la recherche? Donc pourquoi ce que je viens de dire, c'est important? C'est parce que tout simplement, c'est essentiel pour les chercheurs. Ça permet une compréhension approfondie des connaissances existantes. Ça identifie les lacunes et met en lumière les tendances émergentes. Donc, en analysant toutes ces publications, les auteurs, les institutions clés, les chercheurs, ils peuvent positionner leurs travaux surtout dans un contexte plus large, éviter les redondances et se concentrer sur les contributions plus innovantes. Euh, il y a un enjeu majeur qui est, comme je l'ai écrit ici, naviguer efficacement dans le volume croissant d'informations ça rend plus difficile l'identification des études les plus pertinentes et à fort impact. Donc ça à prendre en compte. Et c'est pour ça que des outils bibliométriques peuvent vous aider aussi à y voir clair. Euh, et voilà, donc en gros, une cartographie efficace du paysage, ça aide les chercheurs, comme j'ai dit tout à l'heure, à établir des collaborations, obtenir des financements et s'assurer que les travaux abordent des questions significatives. Donc ce processus ça fait non seulement progresser la carrière du chercheur, mais aussi elle contribue également à l'avancement de votre domaine dans son ensemble. C'est très positif. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà venus dans des webinaires Saival, vous reconnaissez bien cette maison, qui est l'analogie qui me permet de présenter Saival tout simplement à travers ces différentes bases de données. Donc Saival, qui est la maison dans cette analogie, va se baser sur ses fondations Scopus. Donc j'y reviendrai juste après, je vais vous présenter rapidement ce qu'est Scopus parce que c'est la clé de Saival. Et clairement, sans Scopus, Saival n'existerait pas. Et dans d'autres mesures, on pourra en parler si on a le temps, mais c'est pas forcément mon focus. On va avoir sur la plateforme Saival la base de données LexisNexis, qui est une entreprise qui fait partie du même groupe qu'Elsevier et qui va être là sur tout ce qui est données sur les brevets et les financements. Overton pour tout ce qui est policy, donc policy data, donc pardon, j'ai montré Newsflow, Overton, tout ce qui est policy data, donc documents de politique publique, documents émis par la mairie ou des choses comme ça, et Newsflow, qui lui est plus centré sur les mentions dans les médias. Donc ça vous donne aussi euh, pas mal de, pas mal de bases de données en plus qui peuvent vous permettre d'aller plus loin qu'une analyse bibliométrique très basique et voir un peu aussi quel impact dans la vie réelle vos publications ont. Donc, pour présenter Saival, il faut toujours revenir par rapport à Scopus. C'est super important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est les fondations de la maison. Scopus, c'est une base de données qui est multidisciplinaire, neutre de résumé et de citation et multi-éditeur. Donc, vous n'allez pas avoir du texte intégral sur, euh, sur Scopus, mais vous allez avoir plus de 105 millions de documents qui viennent de plus de 7000 éditeurs. Donc nous, Elsevier, on est un éditeur. C'est à peu près, Elsevier quand même, on a un gros éditeur, donc c'est à peu près 10% de la base Scopus, mais les 90 autres viennent de ces 7000 éditeurs. Et sur Scopus, je vais pas vous faire un cours sur Scopus, donc je vais aller assez vite, mais on va avoir des revues, des conférences, des documents de conférences, des livres, des chapitres de livres, des e-books, euh, plein de choses que vous pourrez retrouver sur Scopus directement. Vous allez dans Sources et vous allez avoir le détail de toutes ces sources, entre guillemets, ou sur Saival. Vous pouvez aussi aller sur Scopus Source. Mais ce qui est important ici, ce que je voulais souligner, c'est que ces 105 millions de documents qu'on récupère des éditeurs, on va extraire énormément de métadonnées autour de ces documents-là, et ça va alimenter des profils d'affiliation, des profils d'auteurs, et par conséquent, sur les profils d'auteurs, vous allez retrouver des affiliations et des documents. Et sur les profils d'affiliation, donc quand je dis affiliation, c'est institution.
vous allez retrouver des auteurs et des documents et pas mal de données. Donc, cette manière précise d'aborder les données, c'est vraiment, enfin, ces trois piliers-là qui sont interconnectés, c'est vraiment les fondations de Scopus et, euh, et c'est ce que vous allez retrouver pour la plupart du temps sur cette base de données. Donc, cette base de données, elle est là. C'est un produit aussi Elsevier. Souvent, les clients qui ont Scopus ont Saival parce que ça va de pair en gros, et Scopus va alimenter Saival, comme je le disais. Donc Saival, par rapport à cette base, ça va représenter 70 millions d'éléments, 70 millions de documents sur les 105, parce que Scopus, c'est une base de données qui commence, bien sûr, Internet n'existait pas à l'époque, donc ça a été numérisé, mais ça commence fin du 18e siècle au niveau des documents. Les documents qui sont captés sur Saival commencent depuis 1996 à nos jours. Donc ça vous laisse quand même 30 ans, ce qui est énorme, hein. Il n'y a pas à dire que vous aurez assez à faire, mais il peut y avoir des petites différences entre Scopus et Saival quand vous analysez la production scientifique d'une université, si elle publiait pré-1996. Mais bon, voilà, vous allez avoir quand même 70 millions de documents sur Saival et ça sera suffisant. Donc voilà, on a montré tout le côté quantitatif de la base Scopus. Je voulais quand même faire une petite parenthèse sur la partie qualitative de Scopus parce que c'est souvent demandé. Scopus, c'est pas une base euh, comme d'autres qui mise tout sur son exhaustivité, qui va prendre le maximum de documents pour avoir le maximum de choses dans sa base de données. C'est une base de données qui est curatée, je ne sais pas si ça se dit en français, curatée, donc il va être où il va avoir un processus de présélection et aussi de réévaluation tout au long de la vie de journal. Et ça, c'est super important parce qu'on a un board qui s'appelle le Content Selection Advisory Board, donc qui est un comité d'experts qui est indépendant et varié en termes, quand je dis varié, c'est en termes géographiques, en termes de genre, en termes de discipline, et qui, eux, vont accepter ou non, vont sélectionner ou non les, euh, les revues, les livres candidats à l'adhésion de la base de données Scopus. Donc ça permet quand même d'avoir un certain garde-fou et d'opérer dans un système qui est très exhaustif, hein, je le rappelle quand même, 105 millions de documents, mais tout en gardant quand même une couche de qualité qui est non négligeable parce que, comme on le sait, même de plus en plus, il y a beaucoup de revues prédatrices qui opèrent. Il y a un vrai business autour de ça. Et Scopus vous permet quand même d'évoluer dans un environnement qui est un peu plus, qui est un peu plus sûr. Et donc, par conséquent, Saival hérite de toute cette protection et de toute cette exhaustivité. Donc, parenthèse close sur Scopus. Donc, allons voir Saival. Euh, donc, le type de contenu le plus représenté dans Saival et Scopus, ça reste les publications, bien sûr, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais on a quand même d'autres choses. Donc là, vous allez retrouver les institutions qui sont analysables. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre dans le chat directement quelle institution vous voulez qu'on analyse. Comme ça sera plus drôle. Vous allez avoir les profils des auteurs. Donc, on retrouve le triptyque basique, hein, document, institution, auteur. Ça, c'est possible sur Saival. Les topics, qu'on verra tout à l'heure. Donc, je vous laisse la surprise. Research Area, pareil, on le verra tout à l'heure. Comme son nom l'indique, c'est des aires de recherche. Vous allez pouvoir être très granulaire sur ce que vous voulez chercher comme thématique et analyser. Vous allez pouvoir aussi analyser vos ensembles de publications, sélectionner un ensemble de publications qu'on appelle Publication Set, pour ensuite faire une analyse de cet ensemble de publications. C'est très important sur Saival, mais je ne vais pas développer cette partie aujourd'hui parce qu'on est dans une introduction et j'ai pas envie de vous donner trop d'infos non plus pour vous brouiller l'esprit. Le but, c'est que vous arrivez à la fin de cette session et que vous puissiez euh, un peu naviguer sur Saival. Et ensuite, si ça vous intéresse, on a plein de webinaires, on a plein de choses pour les chercheurs, pour vous aider au niveau bibliométrie aussi. Donc je vous donnerai les liens par la suite. Et on a les Scopus sources. Donc les sources, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est livres, revues, etc. Et les organismes de financement. Ça, pareil, c'est assez niche.
On va pas forcément le voir aujourd'hui parce que c'est un module qu'en France, on n'a pas. Donc, enfin, il y a très peu de ce module en France. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est très américain, donc on va pas forcément le voir aujourd'hui. Mais voilà, c'était la liste des entités disponibles. Et, euh, et en dessous, on va marquer plus de 300 trillions de valeurs métriques. Donc, pourquoi plus de 300 trillions de valeurs métriques? Ça veut dire quoi? Tout simplement, on a énormément d'entités. Donc, ce type donc ces institutions, ces chercheurs qui sont analysables. On a énormément de documents. Donc déjà, croiser les documents et les entités, ça va donner énormément de valeur parce qu'on va les recroiser à travers ces indicateurs-là. Donc sur Scival, on a tout un tas d'indicateurs de métriques euh, liées aux citations, liées aux collaborations. Donc on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Et tout ça, mis bout à bout, tout ça, tous ces documents croisés avec ces articles, etc., c'est 300 trillions, plus de 300 trillions, parce que ce chiffre-là, il était là il y a déjà un an. Donc maintenant, je pense que ça doit être beaucoup plus. Mais voilà, vous imaginez quand même l'envergure de cette base de données. Et on utilise des supercalculateurs aussi pour opérer à tous ces calculs de, de citations, de taux de collaboration, et même au sein de ces indicateurs, vous pouvez sélectionner des choses encore plus granulaires. Donc, je pense à, par exemple, vous avez la collaboration géographique, mais vous avez aussi la collaboration sectorielle. Donc, vous pouvez voir avec les entreprises vous avez travaillé. Enfin, vraiment, il y a énormément de métriques, énormément d'indicateurs, mais n'ayez pas peur. Ce qui est bien sur Scival, c'est que à côté de chaque indicateur, vous allez avoir la possibilité de comprendre ce qu'est cet indicateur. Donc, de voir tout simplement à quoi il sert, ses limites, parce qu'en bibliométrie, il n'y a pas qu'une seule vérité, il faut souvent croiser les données. Donc, euh, ce genre d'indicateur, quand même, vous pourrez avoir leur définition. Et aussi, je vous ai mis le lien ici du Research Metrics Guidebook, qui est un peu, qui est un livre très exhaustif, hein, qui est un document de 70 pages, qui explique toutes les métriques. Je vous incite pas à le lire, hein, c'est pas, voilà. À part si vous avez du temps, vous pouvez toujours le lire, mais l'avoir de côté pour faire un contrôle F après par la suite et pouvoir mieux comprendre une métrique, c'est une clé que je vous recommande et c'est quelque chose qui peut être très utile dans votre expérience de Saival. Donc, trêve de blabla, je vais commencer la démonstration, tout simplement. On va aller sur Saival. Alors, je vais juste enlever le partage rapidement pour aller sur Internet. Et hop, donc là, vous voyez plus mon écran, c'est normal. On va aller sur Saival. Et je vais lire un peu le chat pour voir si vous m'avez donné un nom d'université. Donc, vous avez le Q&A et le chat. Euh, non, je vois personne qui met son université. Bah, sinon, je vais en prendre une au hasard, hein, mais bon, c'est dommage. Je vais repartager mon écran. Par rapport aux questions, bonjour, comment je peux collaborer et comment je peux augmenter le nombre de citations? Je vais vous montrer quelques méthodes directement sur Saival. Comme ça, au moins, vous le saurez. Et je vois UMMTO et Institut supérieur de gestion de Sousse, Université de Sousse en Tunisie. Très bien, on va prendre l'université de Sousse parce que je suis désolé, je ne connais pas l'UMMTO. Hop, alors, je vais repartager mon écran. C'est normal que vous ne le voyez pas. Euh, chez- Voilà. Donc, là, on est sur Saival. Donc, Saival, si vous voulez vraiment une introduction propre à Saival, je vous donnerai des liens par la suite parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Mais ce qui est bon à savoir sur Saival, c'est que c'est pas comme Scopus ou Sciences Direct où vous pouvez y accéder directement via l'IP de votre institution sans vous authentifier. Sur Saival, il faut vous créer un compte. Donc, si vous avez déjà un compte Scopus ou Sciences Direct, ce qu'on appelle un compte Elsevier, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas à faire à, à-
à vous créer un nouveau compte. Par contre, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer sur Create Account et par la suite, vous allez suivre les étapes, vous allez dire que vous êtes de cette université et il va reconnaître que l'université a Saival et comme ça, vous pourrez accéder à Saival. Donc, ici, on va avoir différents onglets qui vont être importants. Aujourd'hui, on va rester sur Explore. Explore, ça va être euh, là où vous allez rester la plupart du temps. Ça va vous permettre, pardon, d'explorer, donc d'analyser une entité. Donc une entité à la fois. Le concept d'entité, j'ai défini tout à l'heure. Ça peut être une institution, un chercheur, un groupe de chercheurs, un groupe d'institutions, un pays. On va en voir quelques-unes. Donc ça va être vraiment analytique. Et là, compare, ça peut être analytique aussi, mais ça va être comparer plusieurs entités entre elles. Comparer le nombre de citations entre l'université de Sousse et une autre université en Tunisie, par exemple, ou entre différents chercheurs. Donc avoir un tableur avec le H-index de chaque chercheur, le taux de collaboration internationale de chaque chercheur, blablabla. Donc ça peut être aussi utile, mais aujourd'hui, on va plus rester sur Explore. Et dans de moindres mesures, bon, pareil, on n'ira pas dessus aujourd'hui, vous avez un onglet qui s'appelle Reporting, qui vous permet, comme son nom l'indique, de faire des rapports personnalisés et automatisés. Donc ça, c'est super pratique. Si à un moment, vous voulez sortir le même type de rapport souvent, vous créez votre template, vous appuyez sur Go, vous sélectionnez votre entité et vous avez votre rapport qui est prêt. Donc ça, par exemple, en tant que chercheur, ça peut être sympa à exploiter. J'ai fait un cours là-dessus, sur le reporting, et je vous donnerai le lien par la suite. Et MySaival, c'est un peu plus avancé. Ça va être, entre guillemets, votre back-office. Donc, vous allez pouvoir gérer vos entités, les supprimer, rajouter des groupes. Parce que sur Saival, tout n'est pas figé. Vous pouvez toujours créer vous-même, ex nihilo, une analyse personnalisée. Comme par exemple la recherche ARIA que je vais vous montrer à la fin de cette session. Donc restez bien jusqu'à la fin. Euh, Ici, alors je suis identifié comme école polytechnique. Je vais rapidement m'identifier comme université de Sousse. University. Les mots, les noms des universités souvent sont en anglais. Voilà, c'est University of Sousse, mais pas très difficile à comprendre quand on est sur l'université de Sousse. Et on va aller dans Explore. Donc là, on commence le chapitre 1 qui est évaluer son université, son établissement. Ça, c'est assez utile, ça vous permet d'avoir plusieurs indicateurs. Et aussi, vous pouvez évaluer l'université qui vous intéresse ou une université voilà, voilà, qui vous intéresse en général. Ça peut être une université, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être plein d'autres choses. Donc, rappelez-vous bien que ce que je vous montre là, c'est réplicable pour pas mal de cas. Je vois que des gens lèvent la main. Pour l'instant, je ne prends pas les questions à l'oral. On pourra prendre un petit temps à la fin pour voir ça. S'il y a un problème ou autre, Sarah, dis-moi, mais sinon, je ne vais pas prendre les questions à l'oral parce que ça va stopper ma présentation. Euh, alors, ici, ce qui va être intéressant au niveau de votre université, vous pourrez définir les dates. Donc, vous avez 3, 5 ou 10 ans au niveau des dates. Comme je disais, on a besoin d'une puissance de calcul qui est quand même énorme sur Saival. Donc, des fois, on calcule à l'avance les métriques et on ne peut pas tout calculer sur le tas. Donc, on a des fourchettes temporelles présélectionnées. Pour cet exemple, je vais prendre les 6 dernières années, enfin les 5 dernières années, parce qu'on n'a pas vraiment fini 2026. Et on va pouvoir avoir plein d'indicateurs concernant cette période temporelle-là. Donc, je mets cette période temporelle et je peux analyser juste dans le sommaire. Je vais pas aller forcément dans les onglets plus bibliométriques où là, je peux trouver beaucoup plus de choses. Je vais pouvoir aller dans le sommaire et je vais pouvoir avoir la liste des documents qui sont publiés à l'université de Sousse. Donc, très bien, ça peut être utile. Je clique sur View List of Publication. Donc, tout ce qui est bleu est cliquable. Vous pouvez même cliquer sur tous les documents en accès ouvert ou juste cliquer voilà, sur View List of Publication. Et ensuite, vous avez la liste des publications de l'université de Sousse. Vous pouvez ensuite
filtrer. Si vous voulez que de l'open access, par exemple, vous cliquez sur open access. Si vous voulez des documents avec moins de 50 auteurs ou moins de 100 auteurs, vous pouvez faire ça à chaque fois. Un ODD en particulier, vous pouvez le faire également. Ça vous permet comme ça de naviguer, de filtrer et rapidement d'avoir bon là j'ai mis voilà, ODD numéro 2, Open Access, moins de 50. Vous pouvez comme ça rapidement voir l'abstract, voir le résumé de cette, de ce papier et pouvoir exporter par exemple en CSV cette liste, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus l'analyse de ces publications. Donc, vous n'avez pas besoin d'exporter et d'analyser vous-même les publications, sachant que Saival est fait pour ça. Donc voilà, ça c'était vraiment l'exemple numéro un. Vous pouvez toujours prendre votre production scientifique au niveau de votre université et l'exporter. Ou lire des documents directement ici. Vous avez le nombre d'auteurs. Vous pouvez télécharger la liste des auteurs de votre université. Et ça, c'est une mesure qui est assez importante, je trouve, qui est le Field Weighted Citation Impact. Donc, on a, au niveau des citations, plein de manières de calculer l'impact au niveau citation de vos documents. Donc, on a le classique compteur de citations et le nombre de citations par publication, ou encore le H-index. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le Field Weighted Citation Impact, parce que le Field Weighted Citation Impact, c'est bien pour... je trouve que c'est très pratique, parce que c'est un indicateur de performance qui est pondéré en fonction de la discipline, en fonction de l'année, en fonction du type de document. Et c'est très pratique pour analyser la performance en termes de citation d'un ensemble de documents. Donc, au sein de l'université, c'est souvent multidisciplinaire, qui est multidisciplinaire. Donc, ça permet de répondre à la question, par exemple, si moi j'ai un papier en mathématiques qui a 10 citations, et je me demande, est-ce que 10 citations, donc là, est-ce que par exemple 10 citations par publication en mathématiques, c'est bien? Je ne sais pas vraiment, parce que 10 citations par publication en médecine, c'est peut-être moins bien que 10 citations en maths. Donc comment on fait par rapport à une université, par rapport à un contexte multidisciplinaire, pour voir si vraiment c'est au niveau citationnel, vous êtes au-dessus de la moyenne ou pas? Euh, on va prendre chaque article. Donc revenons à notre exemple en mathématiques. J'ai 10 citations en mathématiques. Le Field Citation Impact, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer. Donc, disons que c'est un article en maths en 2020. Il va comparer tous les articles en mathématiques en 2020. Donc, il reste dans le contexte de la même discipline, de la même année et du même type de document. Il va le comparer à tous ces articles-là et il va en faire une moyenne. Et il va voir, par exemple, en moyenne, pour cette année-là, pour ce type de document-là, il y avait 5 citations par document. Donc, on va faire le nombre de citations que j'ai reçues, qui est de 10, divisé par 5, qui est le nombre de citations moyen, et on va voir que le résultat va donner 2. Donc, ça va vouloir dire que le Field Weighted Citation Impact est de 2, que le nombre de publications, enfin, pardon, le nombre de citations est 2 fois plus élevé que la moyenne. Donc, à l'échelle d'une université ou à l'échelle d'un grand nombre de documents, ça fait sens. Comme ça vous permet d'avoir une réponse à est-ce que 8,4 citations par publication, c'est bien? Je ne sais pas. Par contre, là, je vois que sur l'université de Sousse, on est à 0,94. Donc, 1, c'est la moyenne mondiale. En dessous de 1, ça veut dire que vous avez moins de citations que la moyenne mondiale. Et au-dessus de 1, ça veut dire que vous avez plus de citations. Donc là, dans ce cas-là, ça veut dire que l'université de Sousse est à peu près dans la moyenne mondiale, hein, on ne va pas se mentir. 0,94, ça veut dire qu'elle a été citée à peu près 6% de moins que la moyenne mondiale, au niveau de l'ensemble de tous ces papiers. Donc on a pris le Field Weighted Citation Impact de tous les papiers, de 7641 documents publiés, et on en a déduit ce Field Weighted Citation Impact agrégé. Donc cet onglet sommaire, il est pas mal, parce que ça vous permet de ne pas forcément naviguer trop loin dans Saival, mais ça vous permet d'avoir quelques données au niveau des métriques, des indicateurs. Vous avez également les données liées aux disciplines.
Donc, vous pouvez par exemple voir en tant que chercheur si votre discipline, enfin, comment votre discipline, si vous êtes de l'université de Sousse, est représentée. Donc là, on voit que c'est computer science, engineering, euh, médecine et mathématiques, qui sont les plus grosses disciplines représentées dans ce thème. Donc, on voit que c'est multidisciplinaire. Clairement, là, si j'aurais pris le nombre de citations par publication, j'aurais pas eu beaucoup d'indices sur la performance de cette université. J'ai les topics. Alors, les topics, je vais y passer pour l'instant, parce que je vais expliquer plus tard, mais voilà, on peut avoir ça directement dans le sommaire. Et pareil, ça, vous pourrez l'explorer vous-même, mais je vous montrerai tout à l'heure comment, comment on regarde ça d'une manière plus granulaire, avec plus d'informations. Mais voilà, vous avez quand même pas mal d'informations dans le sommaire et pas la peine d'aller se perdre dans les onglets pour avoir ce genre d'analyse. Même si je recommande quand même d'aller dans les onglets si on veut aller un peu plus loin, parce que l'onglet bibliométrique, ça va vous donner énormément euh, de d'indications. Voilà, donc ça va donner le nombre de citations par année, le Full Citation Impact par année. Donc, enfin, vous allez pouvoir quand même aller beaucoup plus loin dans votre analyse et c'est quand même mieux. Mais voilà, sommaire, très bien. En tant que chercheur, c'est c'est suffisant. Après, là où vous allez vouloir souvent aller aussi en tant que chercheur pour analyser une thématique, pour analyser une université, ça va être l'onglet contribution, notamment Scopus Source. Les sources Scopus, ça va, donc comme je disais, c'est les revues, c'est les livres, etc. Ça va vous donner à peu près une idée de où les chercheurs de l'université publient, dans quels journaux vous publiez le plus. Donc là, vous avez, c'est dommage qu'il n'y ait pas la liste directement là, mais là, vous avez par exemple la part relative en termes de nombre de citations par voilà, les 1% les plus cités. Euh, Ça, c'est plus au niveau de la performance. Mais si vous voulez avoir la liste des journaux dans lesquels vous publiez le plus, des revues, vous allez directement sur View List of Scopus Source. Et là, vous avez, euh, donc c'est classé par SciScore, qui est un indicateur de performance, mais vous avez à côté le nombre d'articles par journaux. Et si vous voulez le voir avec un angle différent, donc on voit c'est IEEE Access qui est le plus publié. Et vous pouvez toujours voilà, voir encore plus et exporter cette liste. Je rappelle, tout est exportable hein, sur Saival. Sinon, si vous voulez avoir une autre vision de cette analyse, là, je vais rapidement aller sur Scopus. Parce que vous pouvez le faire aussi sur Scopus. Alors, vérifiez si vous avez Scopus, mais souvent, quand vous avez Saival, vous avez Scopus. Et vous allez, donc, dans Organisation, vous tapez Université de Source. Vous allez sur la page de l'université. Et vous cliquez sur source ici. Et vous avez, là, on voit que c'est peut-être mieux pour ce contexte-là. On voit que vous pouvez télécharger cette liste et on voit que par exemple, c'est Tunisie Médicale qui est la revue où il y a le plus de publications, ce qui est logique. Et voilà, vous avez comme ça plus de, plus de sources. Mais si vous voulez rapidement avoir un coup d'œil et vous voulez justement un peu voir d'un prisme plus performance, ce, là où l'université de Sousse publie, c'est bien d'aller dans Scopus Source, ici. Ensuite, pour démontrer son impact aussi, ce qui est important, et on peut regarder les ODD. Donc les ODD, ça vous permet d'avoir des financements, ça vous permet plein de choses. Euh, donc c'est quelque chose que vous devez regarder. Vous pouvez le regarder pour votre université, et je vous montrerai aussi comment le regarder pour, euh, dans d'autres contextes. Mais Mais ici, ce qui va être utile, c'est que vous pourrez aller sur l'onglet ODD. Donc, vous avez les ODD, le nombre de publications par ODD euh, voilà, au niveau, euh, dans un tableau.
Vous pouvez cliquer ici à chaque fois, tout ce qui est bleu est cliquable, et exporter cette liste, le sauvegarder comme un publication set et l'analyser par la suite. Alors là, on rentre dans un truc un peu plus profond, donc je vais pas vous montrer ça, mais gardez en tête que tout ce que vous voyez au niveau publication, vous pouvez l'exporter comme un set de publication et ensuite l'analyser. C'est super utile pour voir par exemple qui sont les auteurs dans ce domaine-là ou autre. Donc, euh, donc ça, vous pouvez le voir directement, mais ce qui va être intéressant au niveau d'une institution, c'est le Relative Activity Chart, le SDG Relative Activity Chart. Donc c'est un indice en fait qui montre sur quels ODD mon institution se démarque-t-elle. Donc si je travaille dans ces thèmes, je peux être plus confiant par exemple sur ma visibilité. Euh, donc je peux cliquer sur Compare to Tunisia. Donc ici ce que vous avez, c'est donc la moyenne mondiale au niveau de la production d'ODD. Donc il y a un bien sûr. Donc c'est pondéré, hein. Ça monte par rapport à la moyenne mondiale, par rapport à la taille de votre université, euh, là où elle est plus performante. En orange, vous avez la Tunisie, donc vous pouvez vous comparer par rapport à la Tunisie, et en bleu, c'est vous. Donc là, on voit que l'université de Sousse, clairement, elle produit 2 fois plus que la moyenne mondiale en termes de SDG numéro 8, donc Decent Work and Economic Growth. Pareil pour la lutte contre la faim, Zero Hunger. Mais par rapport à la Tunisie, on voit qu'il y a un petit écart, parce que la Tunisie est aussi très performante par rapport à ça. La Tunisie a 2 fois plus de publications que la moyenne mondiale sur Clean Water and Sanitation. Par contre, on voit que l'université de Sousse, c'est pas forcément sa spécialité. Sa spécialité va résider plus dans l'ODD 8, l'ODD 10 et le 2. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire est-ce que je travaille dans ces ODD-là? Est-ce que c'est une thématique que je traite? Et peut-être, voilà, si vous êtes dedans, c'est que vous pouvez comme ça peut-être un peu plus explorer les publications, voir qui travaille dans votre université là-dessus, et, euh, et peut-être faire des collaborations en interne pour continuer là-dessus. Et dans notre domaine, parce que là c'est multidisciplinaire, est-ce que je suis médecin, est-ce que je suis mathématicien? Je ne sais pas. Euh, on peut, tout à l'heure je l'ai omis volontairement, quand je reviens dans Summary, vous avez ici quelque chose qui s'appelle All Subject Area. Donc Subject Area, c'est ici. Vous avez le Subject Area. Donc c'est la discipline. Vous l'avez aussi ici, hein, Subject Area, juste au-dessus de SDJ. Et on voit que, par exemple, disons que je suis euh, en ingénierie, je clique ici, et principalement Electrical and Electronic Engineering. Ça, c'est mon domaine. Donc, je vais aller là-haut, et en fait, et je vais retrouver exactement la même dénomination que j'ai ici. Electronic Engineering. Et en fait, tout ce que je vous ai montré, je peux le filtrer sous le prisme Electrical and Electronic Engineering. Donc, je n'ai pas montré tout à l'heure la liste des auteurs, parce que je peux voir le nombre des auteurs si je mets Subject Area. Je vais revenir rapidement. Je vais pouvoir voir quels sont les auteurs de mon université qui ont publié le plus ou qui ont un H-index très élevé. Ou voilà. Je peux comme ça filtrer directement en fonction de la performance ou du nombre de publications les auteurs de mon université. Donc ça peut être utile de regarder ça. Mais moi, si je veux regarder les auteurs de mon université qui travaillent dans la même branche que moi, c'est une grosse université, peut-être que vous ne connaissez pas tout le monde. Vous allez dans Electrical and Electronic Engineering et là, vous allez pouvoir filtrer dans votre discipline. Donc ça peut être super utile parce que, euh, parce que voilà, vous pouvez tout simplement avoir une idée des personnes que vous pouvez rapidement contacter et échanger au sein de votre université. Donc c'est très utile. Il y a un autre prisme qui peut être très intéressant à ce niveau-là, c'est l'onglet collaboration. La collaboration, en général, c'est crucial dans la carrière d'un chercheur. Que ça soit local, international, intersectoriel, c'est super important de savoir de collaborer.
on voit en moyenne, donc là, je regarde le Field Attestation Impact, les collaborations internationales, les collaborations avec le corporate intersectoriel, pas dans ce cas-là, mais parce qu'il y a peut-être trois, il n'y a pas beaucoup de collaborations en electrical engineering, mais ça va rapporter un taux de citation plus élevé, ça va rapporter des financements et ça va rapporter une visibilité accrue. Quand je dis taux de citation plus élevé, tout simplement, c'est une plus grosse visibilité. Vous allez être plus cité, etc. Donc tout à l'heure, je voyais dans le chat comment je peux être plus cité. Ça peut être une idée. Augmenter ses collaborations à l'international. Parce que découvrir des réseaux pertinents, analyser les écarts pour des partenaires stratégiques, opérer à des projets ou des propositions multi-institutions, voilà, c'est crucial. C'est quelque chose qui est très important. Donc, dans l'onglet collaboration, vous pouvez voir tout simplement avec qui votre université travaille pour voir un peu quelles sont les collaborations actuelles. Donc, je vais passer sur ces deux onglets. Je vais aller directement dans Current Collaborators. Là, je suis sur le prisme Electrical and Electronic Engineering. Si vous voulez voir en général euh, avec qui, en général, l'université de Sousse travaille, vous enlevez ce filtre-là et voilà, vous mettez le subject arrière. Et là, par rapport à mathématiques, on voit que au sein de la Tunisie, c'est l'université de Monastir. Il y a Sfax aussi. Il y a le CNRS en France. Il y a Tunis. Donc, c'est très tunisien, le top, le top 6. Il y a un français. Et si, par exemple, je veux regarder par rapport à l'international, je peux filtrer. Donc, je peux filtrer par rapport à une région du monde. Si à un moment, il y a une région qui m'intéresse, je peux aller directement dans All Countries Region et mettre Tunisien et sélectionner la Tunisie et avoir toutes les institutions avec qui je collabore hors Tunisie. Donc, on voit CNRS, Prince Tamim Abdulaziz University, etc., etc. Donc ça va vous permettre après, en cliquant sur le nom, avoir comme ça quelques indicateurs, les co-auteurs aussi, avec qui de l'université euh, de Prince Satam bin Abdulaziz, avec quels auteurs ils travaillent. Donc là, on voit que c'est les auteurs de l'université qui collaborent avec l'université de Sousse. On voit que c'est ces personnes-là. Et ensuite, on peut analyser ces personnes-là aussi. On peut aller cliquer sur leur nom, regarder ce qu'ils font, les contacter, voir dans quelle thématique ils opèrent. Et je peux faire ça pour les universités. Donc là, bon, là, je peux réduire le nombre d'auteurs, très bien. All sector, pardon, réduire le nombre d'auteurs, c'est très bien. Et je peux aussi, là, il y a all sector, donc c'est académique, corporate, donc les entreprises. Il y a aussi gouvernement, donc toutes les par exemple, le CNRS, c'est gouvernemental, médical ou autre. Les autres, c'est souvent les ONG. Je peux filtrer par rapport à ça. Donc, je peux dire, par exemple, avec quelles entreprises à l'international je collabore sur ces thématiques. Là, j'ai beaucoup filtré, mais au moins, je vois qu'il y avait le Technopole Brest-Iroise. Donc, peut-être je peux me rapprocher d'eux, analyser comme j'ai analysé l'université de Sousse, cette entité, cette institution, cette entreprise, et voir un peu comment, voilà, comment collaborer avec ces personnes. Ou sinon, je peux inclure la Tunisie de nouveau et voir que sur cette thématique-là, peut-être elle est trop niche. Peut-être je mettrai engineering à ce moment-là. Euh, voilà, l'université de Sousse collabore. Donc là, j'ai beaucoup filtré. Peut-être que vous voudrez moins filtrer. Et si vous ne voulez pas forcément regarder au niveau de l'université de Sousse, mais au niveau mondial, vous pouvez toujours sélectionner entité, countries and region, world. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire la même analyse, mais au niveau mondial. Comment ma discipline, donc Electrical and Electronic Engineering, bon, ce site, etc., donc ça c'est moins important, mais quels sont les auteurs au niveau mondial, par exemple? Donc pas forcément au niveau de mon université. Je mets Word et je vais aller chercher qui sont voilà, les auteurs qui travaillent le plus sur ces sujets-là. Ça peut être intéressant. Quelles sont les institutions? Donc là, on est hors collaboration, mais on peut aller sur institutions du monde qui utilisent enfin, qui publient le plus dans cette discipline et quelles sont, par exemple, les revues phares.
Donc là, pour le coup, Scopus Source, quand vous analysez le monde, vous avez la liste des, des, des revues où il y a le plus de publications au niveau mondial. Vous avez plus l'indicateur de performance qui est plus réservé à une institution. Et comme Sweden Region, dans quel pays? Si à un moment vous voulez vous expatrier et vous voulez avoir une petite idée, ça peut être très, très intéressant. Donc ça, voilà, vous pouvez analyser le monde au niveau de votre discipline. Donc on va revenir rapidement sur l'université de Sousse. Et il y a quelque chose que j'ai omis. Enfin, je vous en ai parlé, mais j'ai fait exprès de l'omettre, parce que là, on va en parler, c'est les topics. Les topics, donc là, ce qu'on a vu, c'est analyser son université, analyser une discipline via le filtre d'en haut. Là, ça va être analyser un topic. Donc, un topic, c'est une manière de s'affranchir de ces disciplines-là. Donc, c'est une manière euh, de, de voir d'une manière plus granulaire, donc je fais que dire granulaire aujourd'hui, désolé, d'une manière plus précise, on va dire, différente, le prisme de la discipline. Parce que la discipline, c'est bien, mais c'est assigné à des journaux, c'est assigné à des revues. Donc, on sait que les revues, elles deviennent de plus en plus multidisciplinaires. Et j'ai un exemple que je dis toujours qui est assez clair. Je suis ingénieur. Je travaille sur un principe sur un concept de tronçonneuse. Je vais publier dans la revue Forêt de Tunisie ou autre. La revue va être classée comme agroforesterie parce que c'est le thème principal de la revue. Mais moi, mon article, il est en ingénierie. Donc, il va pas transparaître dans cette discipline. Il va pas transparaître dans la bonne discipline et ça peut être un problème. C'est pourquoi les topics, ça résout ce problème-là. En gros, pour faire court, les topics, c'est quelque chose qui a été créé par Elsevier, que nous-mêmes, enfin, qui est disponible sur Scival. C'est pas quelque chose qu'on a récupéré d'autre part, donc on calcule nous-mêmes. On a pris, rappelez-vous, des 70 millions de documents qui étaient sur Scopus. On a regardé tous les mots-clés et on a regardé quels sont les documents entre eux qui se citent et co-citent. Et on s'est dit que à partir du moment où il y a un ensemble de documents, donc ça fait un peu un bloc de documents dans ce champ énorme de 70 millions de documents qui se co-citent, c'est qu'il y a un intérêt intellectuel commun, c'est qu'il y a une thématique commune. Et à ce moment-là, grâce à des algorithmes, à l'IA, etc., on a réussi à extraire tous les mots-clés et à en générer un concept autour de ces mots-clés. Donc on voit que les topics, donc topic cluster, c'est juste un rassemblement de topics, et les topics, vous pouvez aller encore plus précis en cliquant ici. Mais voilà, c'est le même concept. Le topic, ça va permettre d'avoir une vision un peu plus précise de quoi on parle. Donc si par exemple je filtre avec la discipline engineering, je vais pouvoir un peu plus centrer les topics qui découlent de cette discipline, même si elle s'affranchit, hein, c'est pas attention. Bon, je vais juste mettre engineering, je sais plus ce qu'on avait mis. Oups, énergie, engineering. On voit que à l'université de Sousse, on travaille sur l'image segmentation, Deep Neural Network and Object Detection. Si je ne sais pas ce que c'est et je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, je peux toujours aller ici et il me donne une explication. Pareil, là, on voit Power Electronic and Control System. Donc, en fait, ça va vous permettre, quand vous analysez une entité, de pouvoir, comme ça, comprendre un peu sur quoi il travaille aussi. Sur quoi l'université de Sousse travaille dans ce thème ingénierie, et pas forcément dire, oui, il y a beaucoup d'ingénierie. Bon, ok, très bien. Ça apporte pas tout. Donc ça, c'est super important. Et les topics, c'est quelque chose qui est primordial quand on est un chercheur, parce que aussi, il y a la prominence qui va être indiquée. Donc il y a plein de choses, hein. Vous avez le nombre de publications, donc vous pouvez regarder un peu quelles sont ces publications dans le topic, les lire, par exemple, classer, publication type. Ah là, il n'y a pas, mais si vous mettez un filtre, par exemple, review, ça vous permet d'avoir que les articles, que les états de l'art ou les choses comme ça, donc ça vous permet de comprendre rapidement le sujet. Vous pouvez juste lire les documents comme ça.
ou analyser les documents directement. Euh, mais je vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais ici, vous avez le prominence percentile. Donc, la prominence dans Scival, c'est un indicateur qui permet de mesurer le dynamisme actuel d'un sujet de recherche. Donc, il se base sur trois éléments. Le nombre de citations, le nombre de vues dans Scopus et le site score moyen. C'est un indicateur de citation. Le tout sur des années récentes. Mais c'est important quand même de préciser que la prominence, ça ne veut pas dire qu'un sujet est plus important qu'un autre. Ça reflète juste un momentum. Ça reflète le fait que un sujet est actif et visible à un moment donné. Donc certains domaines, ils n'auront pas des prominences très élevées parce que c'est de leur nature, mais ça les rend pas moins importants. La prominence, quand même, ça a été prouvé. Je vous ai mis un lien de l'étude dans le PowerPoint que la prominence des topics, il y avait un lien, une corrélation directe avec les financements. Plus il y a de prominence, plus vous êtes censé euh, pouvoir déclencher des financements. Ça va influencer la politique de financement. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte et c'est quelque chose que vous pouvez voir directement dans les topics. Donc euh, si on travaille dans ces sujets-là et on travaille dans les ODD de l'université, donc si voilà, c'est dans les mêmes thématiques, c'est bon signe. Si on voit que je suis ingénieur et dans les topics, voilà, je travaille sur des choses liées à l'IA ou les théorèmes, une metric space and optimization, c'est des choses où je me dis, ah, bah ça c'est chouette, ça veut dire que je suis dans le thème de l'université. Et après, je peux regarder la prominence. Et si la prominence, bon là, elle est un peu plus faible, mais si par exemple la prominence est à 100 ou 96, ça veut dire que là, on est en plein dans le momentum. C'est très bien. Je travaille dans un sujet qui est pertinent et qui va me ramener beaucoup de financement. Même si j'ai dit pertinent, mais c'est pas vrai, qu'il y a un momentum. Donc, ces topics-là, après, donc là, vous pouvez faire Analyze Worldwide. Donc, disons que ça m'intéresse. C'est quelque chose dans lequel je travaille. Je peux cliquer sur Research Summary et je peux faire exactement la même analyse que tout à l'heure. Donc, regarder les auteurs qui travaillent sur ce topic, les auteurs de mon institution travaillent sur ce topic. Donc, ça, c'est pas mal. Et vous voyez les auteurs, vous pouvez comme ça mettre par exemple Tunisie ou choisir une région du monde. C'est en train de charger. Je vois que j'ai 7 minutes, donc je ne vais pas attendre que ça finisse de charger. Peut-être si. Oui. Donc voilà, vous avez les auteurs ici et vous pouvez analyser. Je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous envoyer un lien sur comment analyser un profil auteur. Mais vous pouvez analyser les auteurs directement sur Saival, comme j'ai analysé l'université, comme j'analyse le topic. Ou les charges, là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà l'idée. Vous avez pas mal d'informations. Je ne vais pas tous les faire. Vous avez les phrases clés des auteurs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à voir sur Saival. Mais ces 5 dernières minutes, je voulais vous présenter quelque chose qui est très important. C'est que si vous voulez vous affranchir de la discipline, vous n'avez pas trouvé forcément un topic où vous voulez explorer quelque chose de plus précis par rapport à votre thématique de recherche, vous pouvez créer vous-même votre aire de recherche, votre research area, comme on dit. À ce moment-là, vous allez dans Select Entity et Define Entity ici. Vous allez définir votre research area. Donc, une aire de recherche, c'est juste un ensemble de documents qui va répondre à une recherche de mots-clés, tout simplement. Donc, disons que pour cet exemple-là, je vais essayer de rester simple parce qu'on est beaucoup et on n'est pas que sur l'université de Sousse, mais je veux, je veux travailler sur les PFAS et l'effet des PFAS sur les humains, par exemple. Je vais taper tout simplement PFAS Effect Humans. Donc là, à ce moment-là, et, je vais chercher tous ces mots. Si vous voulez en savoir plus sur les recherches avancées, etc., on a View Quick Guide. Vous pouvez chercher directement dans les sections d'aide de Saival ou de Scopus, parce que c'est la même logique. Ils vont vous expliquer tout, enfin, toutes les subtilités.
liées, liées à la recherche par mots-clés. Aujourd'hui, le but, c'est juste de vous montrer le chemin pour que vous créiez votre propre recherche area et ensuite que vous l'exploitiez. Donc, vous avez cliqué sur PFAS et Effectumal. Donc, ça, c'est voilà, ça, c'est mon domaine. Je n'ai pas trouvé forcément de topic là-dessus, même si je suis sûr qu'il y a un topic. Mais, euh, mais voilà, je vais pouvoir comme ça cliquer sur Search. Et en fait, ça va opérer une recherche, pour ceux qui sont familiers à Scopus, ça va opérer une recherche de documents comme sur Scopus, comme quand vous tapez PFAS sur Scopus. Et vous avez un ensemble de documents qui apparaissent. Ici, ça va vous demander si vous voulez opérer quelques filtres. Vous pouvez filtrer avec pas mal de choses, donc, par pays, par année de publication, si vous voulez des revues bien spécifiques pour analyser. Dans ce thème-là, et aujourd'hui, je voulais juste montrer un thème, une thématique. Donc, je ne vais pas forcément euh, filtrer à côté, mais je peux toujours filtrer. Par défaut, il va toujours vous mettre les publications des 5 dernières années. Ça va vous donner des publications récentes. Moi, si mon publication set il n'est pas énorme, parce que s'il fait plus de 20 000, 100 000 documents, etc., ça peut prendre un certain temps à calculer et il y a des limites. Mais là, à ce moment-là, bon, je trouve que c'est très bien. Je veux juste enlever ce filtre-là parce que je veux toutes les publications depuis le début. Là, c'est ça. Et par exemple, je vois pas pourquoi il y a du computer science sur les PFAS et les effets des humains. Donc, je vais peut-être, par exemple, cliquer sur computer science et mettre exclude. Ça vaut par exemple si je cherche des choses autour des virus, et je ne veux pas qu'on parle de virus informatique parce que je suis médecin, je vais par exemple exclure computer science ou exclure des disciplines qui sont peut-être pas cohérentes. Bon voilà, là j'ai fait mes filtres, etc. Disons que c'est bon, je vais aller sur le next step et je vais pouvoir nommer mon aire de recherche, comme je nomme un topic, enfin enfin je vais créer son nom, il va s'afficher comme l'université de Sousse tout à l'heure. Donc je vais l'appeler PFAS, j'avais déjà testé, hein. Effect on Humans, donc il est déjà là. Save and finish, et il va calculer comme ça mon entité. Et comme tout à l'heure, vous retrouvez la même chose, vous allez avoir, vous allez pouvoir analyser une aire de recherche. Donc là, ça va être vraiment ciblé sur votre thématique. Donc on voit contribution author, là je suis directement allé là-dessus. Vous pouvez voir qui travaille sur ce sujet-là, qui dans votre institution travaille sur ce sujet-là, quelles sont les institutions, quels sont les pays, quelles sont les revues. Là, je vous rappelle, je vais utiliser la dernière minute pour vous montrer quelques liens utiles et je vous ferai un mail avec la présentation et l'enregistrement par la suite. Donc, vous aurez tous les liens directement dans la présentation et le code pour recevoir le certificat, bien sûr. Voilà, vous savez dans quelle revue ils sont publiés et par exemple, les phrases clés pour ce sujet. Si vous êtes déjà en train de travailler sur ce sujet, ça sert un peu à ça sert moins, mais vous pouvez toujours représenter votre sujet graphiquement avec, par exemple, tous les termes qui sont associés à cette thématique-là. Et pourquoi pas aller voir les topics. Voilà. Les topics qui sont liés à cet ensemble de documents. euh, voilà, là, on voit perfluoroalkyl substance, c'est PFAS, c'est la même chose. Là, ça peut être sympa d'aller regarder les impacts environnementaux et d'analyser ce topic. Il a un fort momentum, 99,9, c'est énorme. Ça peut être sympa d'aller explorer ce topic et d'aller voir les auteurs, les institutions avec qui collaborer, les entreprises. Ça peut être plein de choses. Donc voilà. Il est 11h59 ou 10h59 en fonction de là où vous êtes. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous prendre plus de temps. Je vais pas, voilà, vous avez sûrement d'autres choses à faire. Euh, Dernier point par rapport aux formations, par rapport à ce qui est possible de voir aussi chez Elsevier. Si vous êtes familier avec ces présentations, vous connaissez sûrement ce site-là, mais on a le Hub France, le Hub Elsevier France, euh, qui,
qui regroupe énormément de vidéos, de tutoriels en français francophone. Donc, vous allez avoir les prochains webinaires. Donc, aujourd'hui, on a eu lui. On va avoir des choses sur Scopus et sur MDL après. Et là, vous allez avoir énormément de liens qui sont pointés vers YouTube. Donc, cette vidéo sera sur YouTube. Et, euh, et là, vous allez pouvoir, par exemple, je pense, donc, j'ai mis la compilation des liens directement dans le PowerPoint. Mais là, analyse plus de la recherche, vous allez retrouver beaucoup de choses sur Scribal. Mais en tant qu'auteur, ce qui peut être intéressant, c'est optimiser votre profil auteur Scopus. Vous allez retrouver les différentes informations que vous pouvez trouver sur un profil auteur. Donc, quand vous cherchez des collaborations par rapport à une thématique, vous pourrez analyser comme ça un auteur directement sur Scopus ou sur Saival. On va garder les mêmes logiques. Il va y avoir plus d'onglets, mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder les auteurs directement sur Saival. Et également, je pense à alors, conseils et astuces pour trouver la meilleure revue. Ça va, je vais pouvoir plus décliner les concepts de side score que vous avez vu tout à l'heure, de classement de revue, de thématiques, pour, euh, pour vous donner des clés un peu bibliométriques euh, afin d'utiliser les bases de données pour trouver des revues enfin, dans lesquelles publier qui pourraient être intéressantes pour vos thématiques. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vois le chat. Alors, je ne sais pas si Sarah, on a répondu à tout ou il y a des questions. Je vois qu'on parle de l'enregistrement webinaire. Oui, il va être enregistré, il va être sur YouTube. Je vous envoie le lien normalement cet après-midi si j'ai le temps. Oui, et oui, Sarah, pardon. Non, mais voilà, j'avais répondu, c'était plus ça. Alors, sur les questions-réponses, il y a des questions, comment je peux collaborer, comment je peux augmenter le nombre de citations. Oui, alors ça, on l'a vu hein, directement pendant la présentation au niveau des collaborations et les nombres de citations. Alors, il y a plein de méthodes hein, pour augmenter ces citations. C'est pas non plus une finalité en soi d'avoir beaucoup de citations, mais deux têtes comme ça pour avoir une meilleure visibilité, on va dire, pour augmenter son nombre de citations. On va partir du sujet. Donc, si vous avez identifié une lacune dans un domaine, un research gap dans un domaine, ça va être toujours intéressant de publier dans ce thème-là. Trouver une revue prestigieuse, trouver une revue qui a des indicateurs bibliométriques, qui est en accord aussi avec votre thématique. Ça sert à rien d'aller chercher le plus gros impact factor ou site score et publier dedans si vous publiez pas, si c'est pas pertinent pour votre recherche, mais quelque chose qui est dans le thème et, euh, et qui n'est pas prédateur, qui est voilà, dans une bonne revue reconnue à l'international, augmenter ses collaborations internationales, augmenter ses collaborations avec les entreprises. Donc voilà, collaborer à l'international, ouvrez-vous. Et, euh, et je ne sais pas si Sarah, tu as d'autres choses comme ça en tête au niveau. Oui, je dirais que le premier point exactement, c'est avoir des collaborations internationales, que ce soit, on voit que les publications voilà, ils ont plus de citations. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de ressources? Est-ce que c'est justement le point de vue des uns des autres, voilà, qui peuvent changer, et qui enrichissent l'étude? Euh, Ouais, Après, il y a comment dire? Il y a des types de publications qui peuvent être plus cités que d'autres. Par exemple, un article de recherche. Et au-dessus de ça, vous avez tout ce qui est article de révision. Mais attention, les articles de révision, souvent c'est sous invitation. Il faut quand même que vous ayez, voilà, vous avez une antériorité, vous avez publié quand même sur le sujet pour avoir une voilà, une validation. Donc, vous pouvez vous rapprocher, par exemple, s'il y a une revue que vous souhaitez faire un papier de révision sur un sujet, vous pouvez vous rapprocher de l'éditeur en chef pour voir s'il est intéressé. Mais dans beaucoup de cas, et ça c'est OK, hein, mais dans beaucoup de cas, juste pour que vous sachiez, vous commencez pas à faire une révision comme ça, c'est sur invitation. Ou alors vous vous approchez pour demander s'il est intéressé sur le sujet. Ça veut pas dire qu'il va accepter, mais c'est déjà
en fait la pratique. Parce que c'est voilà, les révisions, c'est très rare qui sont des voilà, c'est pas par soumission en tout cas. Et une autre chose, c'est publié en anglais, bien sûr. Oui, Après, l'audience internationale fait que vous avez plus d'engagement. Donc, il y a certaines revues, par exemple, aussi qu'on publie en français, qui font, en fait, maintenant publication français-anglais. Je pense pas toutes, mais certaines qui font voilà, certaines vont le traduire et puis voilà. Mais c'est vrai que après, si vous voilà, si c'est un choix de publier en français, il faut juste savoir que voilà, et votre audience sera plus limitée à des francophones. eh oui, malheureusement. Donc, donc merci beaucoup pour ce complément, Sarah. Je vais vous laisser. Je vous enverrai toutes les informations dans la journée ou demain, le code pour le certificat, tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire et de le suivre ensemble. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, on en refera des similaires. On pourra peut-être explorer d'autres aspects de la bibliométrie pour les chercheurs. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et à bientôt.